en pas direct, après en rang direct, avec Jérôme Quaretti, historien spécialiste de la Commune de Paris, mais pas que, on le verra ensuite, qui sort la Commune en acte. Donc c'est un colloque qui a eu lieu à Bourges et à Issoudun, mais qui a l'honneur d'être imprimé par les presses universitaires de l'université de Perpignan. Et donc l'idée, c'est qu'il faut présenter le livre, parce que notamment on connaît la Commune de Paris, on en parlera 5 centimes, comme on dit, mais de ce qu'elle fut et de ce qu'elle a inspiré, mais elle a eu lieu ici, et un peu partout en France, mais particulièrement ici, avec des exemples. Pas qu'à Paris, effectivement. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Donc on va commencer. Fais-nous un résumé de c'est quoi la Commune de Paris, qu'est-ce qui se passe rapido, et après on revient de suite à ici, et ça se termine ici aussi, d'ailleurs. Oui, prologue et même épilogue. Épilogue. Ben, c'est une révolution c'est une révolution qui date de 1871 et c'est devenu un mythe, la Commune, un peu partout sur la planète, qu'on soit favorable à ses idées ou défavorable. C'est le mythe de la révolution fraîche et joyeuse qui a été noyé dans le sang par les forces conservatrices de l'époque, qui étaient les républicains conservateurs et surtout les royalistes, puisque nous sommes à un moment de trouble profond. La France vient de subir une grande défaite militaire suite à l'invasion de l'Est de la France dans le cadre de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. L'Alsace et la Lorraine sont perdues et les républicains qui ont refusé, menés par Gambetta, la défaite, voient leur rêve de libération de la patrie d'une part et d'affirmation de la République d'autre part, mise en grand danger par une majorité à l'Assemblée nationale qui veut rétablir la monarchie. Et dans ce cadre, Paris, qui a toujours été depuis 1789 la ville des révolutions, la ville républicaine par essence, et qui veut des réformes sociales parce que le peuple de Paris a crevé la faim, il n'y a pas d'autre mot, pendant le siège fait par les Prussiens, se voit désarmé et humilié puisque l'Assemblée nationale part à Versailles. Cela va amener une révolution en 1871 où pendant 72 jours, des réformes vont être mises en place et ces réformes sont d'une grande actualité. C'est pour ça que la Commune intéresse toujours et qu'elle est toujours une référence pour les gens qui rêvent d'une autre République, pour les gens qui rêvent de réformes sociales et d'un vivre ensemble fraternel, respectueux des droits de l'homme et de la dignité économique de chaque citoyen. Alors ça donnait des grandes chansons. Alors oui, il y a bien sûr Le Temps des Cerises, même s'il a été écrit, ce chant a été écrit quelques années avant la Révolution de la Commune par Jean-Baptiste Clément. Après la Commune, c'est devenu, parce que c'est au printemps, parce que les cerises sont rouges, ce symbole, cette révolution fraîche et joyeuse qui dure le temps d'un été. Et puis l'Internationale, qui est d'Eugène Pottier, dont la légende dit que cet élu de la Commune, Eugène Pottier, l'aurait écrit caché dans des caves pendant la terrible répression versaillaise qui a amené quand même le massacre de 20 à 30 000 personnes, manu militari, alors que dans le même temps, les communards ont tué entre 800 et 1000 Versaillais, mais au combat. Et à la différence donc des morts versaillais, et une grande partie des massacrés, il n'y a pas d'autre mot, de la Commune, qui l'ont été parce qu'il y avait une volonté systématique d'épuration sociale. D'exterminer la canaille, exactement. Et ceux qui vont survivre et qui vont être jugés dans les conseils de guerre, soit ils vont être passés par les armes, soit ils vont être déportés, mais il fallait les mettre loin, très loin, en Nouvelle-Calédonie, pendant plusieurs années. Et ils rentreront, après avoir été amnistiés en 1879, quand la Troisième République sera enfin dirigée par des républicains, à Port-Vendre. C'est pour ça que je parlais d'épilogue. Il y a une lettre de Victor Hugo qui salue le retour des communards à Port-Vendre et l'accueil de la population de Port-Vendre en faveur des déportés
de la commune qui rentrait complètement démunie en haillons, etc. Et cette lettre est toujours dans l'escalier, si ma mémoire est bonne, du patio de l'hôtel de ville à Port-Ventre. Il y a même une Marianne qui a été peinte par un ancien déporté de la commune, Alphonse Lemaître, et ce tableau est toujours accroché aussi à l'intérieur de la mairie de Port-Ventre. Mais en deçà de ça, ici aussi, il y a eu des communes chez les Catalans, des communes. Il y a une volonté de mettre en place la commune à Perpignan. Ça s'est pas fait, alors qu'il y a une commune à Narbonne, dirigée par Émile Dijon. Et puis il y a eu une petite commune rurale qui a duré, c'est une fulgurance, l'espace de quelques jours, mais à Corneille-à-la-Rivière. On peut la définir comme telle, puisqu'il y a eu des communes qui ont duré dans des grandes villes moins longtemps que ce qui s'est passé à Corneille-à-la-Rivière, mais ceci est une autre histoire. Si on revient au contenu du livre, voilà, j'évoque dans mon chapitre ce qui s'est passé en zone rurale, synthèse qui n'avait jamais été écrite. Oui, puisqu'on parle de Paris. On parle de Paris ou des communes de province. Ouais. Quasiment jamais. Lyon ou des choses comme ça. Lyon, le Creusot, Saint-Étienne, Toulouse. Une tentative à Limoges, Marseille qui a été ensanglantée, il y a eu des morts à Marseille, hein, ça a duré près d'une semaine, mais ils ont gardé la tradition. On ne parle jamais de ce qui s'est passé en zone rurale, notamment dans le Var, notamment dans les Pyrénées-Orientales, dans le Limousin, dans l'Ariège, et puis du côté de Sens, Montreux, etc. Donc dans des endroits un petit peu atypiques. Il y a eu une volonté de mettre en place une république différente, une république où des réformes sociales seraient faites pour les gens, de façon à ce qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Je crois que tout était résumé par l'adage de l'un des slogans plutôt de la Commune de Paris, c'était guerre au château, paix aux chaumières, mort à la misère et à l'oisiveté. On voulait vivre dignement par le travail, et pour cela il fallait qu'on instaure la seule, la vraie, la bonne république pour eux, qui était la république démocratique et sociale. Je tiens à rappeler que bien plus tard, dans notre constitution, en préambule, on rappelle que la France est une république démocratique et sociale. Je laisse chaque personne libre de juger si ce sont les principes de la commune que nous avons sous la Ve République en termes de politique sociale. Toujours est-il que ces termes ont traversé le temps, et les grands principes de la commune sont... c'est qu'on a, tant à la commune que à l'heure actuelle, on a un foutriquet à la tête de l'État qui est là pour gouverner par une xénocratie. Moi, je suis là ici pour parler d'histoire. Oui, voilà. C'est une histoire aussi. Une histoire immédiate. Voilà. En tout cas, sur la commune et dans l'ouvrage, on verra la place des femmes. Je crois que c'est dans les précédentes interviews qui n'ont pas marché. Hein, on a parlé de la figure de Louise Michel, mais la journaliste Chloé Leprince, qui fait des chroniques régulières sur France Culture, s'est intéressée à la place des femmes en général sous la commune, et on est à deux doigts. On ne sait pas si la commune avait continué au-delà de 72 jours, si elles auraient eu le droit de vote. En tout cas, elles participent à la vie démocratique et elles sont reconnues en tant que telles, en tant que femmes, dans un bataillon de femmes pour combattre aux côtés des hommes. Et on va reconnaître aussi, chose inédite pour l'époque, le principe du concubinage, puisque toutes les veuves des soldats de la commune qui seront morts au combat auront le droit à une pension, mais aussi leurs compagnes, si c'était une compagne reconnue, elles auront le droit à la même pension. Et ça, c'est quand même très innovant pour l'époque. Qu'on trouvera pendant la guerre civile avec la CNT, parce que la CNT s'est beaucoup inspirée de la commune. Donc la CNT, c'est les anarchistes pendant la guerre civile espagnole. Mais pas seulement. En fait, une partie de l'anarchisme espagnol va arriver par la commune, va arriver de la commune de Paris, entre autres, et de Bakounine, etc., via l'Italie. Mais il y a eu aussi des réfugiés français qui sont allés directement de l'autre côté de la frontière, puisque à peu près au même moment, un an après la commune, en 1872, il va y avoir la première république espagnole qui va s'instaurer avec une constitution qui s'inspire
d'une tradition espagnole qu'on appelle le fuerisme, mais aussi des principes de la Commune de Paris. Oui, ça vient des fueros, des assemblées. Voilà, en fait, l'idée, c'est tout simplement les assemblées, c'est hérité du Moyen-Âge, hein. Oui, voilà. Les assemblées communales, le mot commune, voilà, ça vient de commun. Voilà. À Montpellier, par exemple, on oublie au Moyen-Âge, l'enceinte s'appelait la commune clôture, pour prendre cet exemple. Et ça vient du Moyen-Âge aussi, les communautés paysannes. Il y avait des lieux où on allait faire paître les bêtes. Dans les packages, c'était les biens communaux. Voilà. Et donc, chacun avait ses biens. On appelait ça les communs, d'ailleurs. Chacun avait ses biens privés, bien sûr, c'était le pain de terre, mais ils avaient aussi les biens communaux distincts des propriétés du seigneur. Donc, et ce qu'il faut dire, face au système féodal, les villes et les communes étaient des lieux de liberté. L'idée, c'est, d'une manière générale, de prendre en main sa destinée. Aussi bien par le travail, des petits artisans, de vivre du fruit de son travail, d'une part, contre les grands trusts. Etc. Oui. Ça n'a pas beaucoup changé. Et politiquement, de s'occuper des affaires de sa cité, donc il faut que ce soit, ou de son quartier, il faut que ce soit à une échelle locale. Oui, voilà. Donc, dans les arrondissements... Plus les régions sont grandes, moins tu as accès à la décision. Alors, comment, si la commune avait gagné, la France aurait été gérée, elle aurait été réorganisée sur le modèle suisse, tout simplement. Oui, voilà, avec les votations. Voilà. Mais on fait pas de... Ou si les Gilets jaunes avaient gagné récemment. Non, là, il y aurait eu peut-être une constituante, mais cela est une autre histoire. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant 72 jours, il y a eu la tentative de proposer autre chose qu'une république conservatrice. Et il y a une volonté des gens de prendre en main leur destinée, que ce soit par le travail et ou au niveau politique. Et ça, c'est très intéressant. Il y a aussi une politique culturelle. On parlait tout à l'heure dans la précédente interview qui n'a pas fonctionné de Gustave Courbet et du luxe communal. Il y a un article là-dessus. On parle de la commune et du travail, justement. Donc j'ai évoqué les grands principes. Je ne vais pas revenir dessus. On parle... Alors, c'est pas moi, ce sont d'autres auteurs. Oui. Il y a combien d'auteurs en tout d'ailleurs? Il y a 15 contributions. Et je coordonne l'ouvrage avec Christiane Carlu et Jean-Marie Favière, que je salue d'ailleurs, tous les deux. On a beaucoup travaillé depuis un an à l'édition de ce livre. Et il signe aussi des articles. Il y a un index aussi qui est assez original avec des concepts. On est habitué aux index de lieux et de noms propres. On est même habitué au majeur. Plus rarement, on n'est pas habitué à avoir des concepts. Donc là, ça permet aussi de... Ça éclaire rapidement. Voilà, ça permet de saisir. À ce qu'on cherche. Voilà. Et je parlais de l'école tout à l'heure. Donc l'école va être laïque, gratuite et obligatoire. Il y a un chapitre sur l'école 10 ans avant les lois de Ferry. Et on va mettre en place le principe de la laïcité. Il va y avoir la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Et à l'époque, c'est bien sûr l'Église catholique qui prédomine. Oui, voilà. Et il va donc y avoir cette séparation de l'Église et de l'État en 1871, soit 34 ans avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sera promulguée en 1905. Donc une œuvre pionnière, d'une grande modernité, et qui nécessite d'être interrogée, puisque tout le monde se l'accapare. Tu parlais tout à l'heure des anarchistes, des libertaires, mais les communistes s'accaparent leur mémoire. Il y a les soviets, avec les soviets. Voilà. Et on met en avant, et après bien après Marx, c'est mort. Bien après Marx, que c'est surtout Lénine, dans l'État et la Révolution, etc., qui va mettre il va créer une filiation vis-à-vis de la Commune de Paris avec les soviets. Parce que Marx n'aimait pas trop la Commune, il me semble. Il y en a beaucoup n'aimaient pas la Commune. Marx, si, quand même, il a soutenu la Commune, mais pour lui, c'était pas la dictature du prolétariat. Hein, c'est plus tard Engels, 20 ans après la Commune, qui va dire regardez, la Commune, c'était la dictature du prolétariat. Voilà. Ce que veulent les communards, c'est la République déjà. Ils veulent pas de monarchie. Et ils veulent que cette République, ce soit la bonne, la vraie, ce que je disais tout à l'heure, la République démocratique. Ben on veut toujours la Commune et sociale. Oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'époque, ce mot était sulfureux, mais aujourd'hui, on parle pas trop de municipalité, on parle de la commune de Perpignan. Je ne crois pas que les principes mis en place dans la ville actuellement se réfèrent à la commune. C'est Louise Michel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment
quelquefois même jusque dans des délires de réappropriation. À l'époque de l'occupation, Doriot, mais qui vient de la gauche, hein. Qui vient du Parti communiste, mais qu'on a retrouvé en costume SS. Avec le Parti populaire français, il va aller au mur des fédérés, et on l'a retrouvé avec le costume SS, effectivement. Mort à l'Est, si mes souvenirs sont... Mais il était dans la Légion française contre le bolchevisme, et il va aller déposer pendant l'occupation une gerbe de fleurs, c'est quand même assez dingue, devant le mur des fédérés, et il va... Au Père-Lachaise, donc au Père-Lachaise, pardon, à Paris, et il va assimiler le combat des Allemands contre l'invasion des Soviétiques qui veulent assiéger la forteresse Europe à la résistance des Parisiens. Et il ne peut pas dire pendant le siège des Allemands en 1971, puisque ces mecs, ce sont les Allemands. Donc, il va dire par rapport aux Versaillais, qui va assimiler aux Juifs et aux possédants. Les cosmopolites. Et à l'inverse, j'ai connu Raoul Dubois, qui était un vieux résistant communiste, qui avait été déporté, qui était l'ancien vice-président des Amis de la Commune, et qui m'expliquait que tout jeune, pendant l'occupation, le 18 mars, il avait été avec des amis de l'autre côté du mur des fédérés et jeté un bouquet d'œillets. C'était clandestin. S'il se faisait arrêter, quand même, il était emprisonné et potentiellement torturé, voire déporté. Il le faisait en honneur. Donc, de chaque côté du mur, il y a son interprétation, jusque dans les délires collabos, comme je l'expliquais tout à l'heure. Après la guerre de sécession, les nordistes accusent les sudistes aux États-Unis d'être communards, et inversement, chacun pour une raison. Un des logos de Chevènement, ça a été les cerises. Et donc, oui, par exemple, mais et pour d'autres, c'était les pommes. La réappropriation, c'est intéressant parce que là, on parle de la commune, mais la réappropriation d'un événement historique à des fins politiques, ça a toujours existé, ça existera toujours, et la commune en est un des plus beaux exemples. Pour pas être récupéré, autant la connaître bien. C'est ce que propose ce livre en une quinzaine de chapitres, et il parle aussi donc de ce qui s'est passé ailleurs de Paris, et ça c'est plutôt intéressant, me semble-t-il. Alors, on va rappeler où on le trouve, dans les bonnes merceries. Il est sorti le 19 juin, on le trouve dans toutes les librairies. Privilégiez les librairies indépendantes, si possible, puisque le même tarif est partout, c'est 29 €. Et je tiens à rappeler que tous les contributeurs, dont moi, ne prenons aucun droit d'auteur. C'est vraiment pour la recherche et la cause que on a travaillé sur cet ouvrage pendant plus d'1 an. Jérôme Coaretti, merci. Merci Nicolas.